Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. La compétence dev, c'est un élément qui a toujours été un élément de frustration pour nous les marketeurs qui ne sont pas techniques, enfin, peut-être pas vous, mais en tout cas comme moi. En fait, où on a plein d'idées, mais qu'il est parfois difficile en fait de réussir à avoir un peu de place pour s'insérer dans un sprint de dev qui va nous permettre de mettre justement, en application ces idées qu'on peut avoir, que ce soit pour des lead magnets ou des campagnes marketing. Heu, Aujourd'hui, évidemment, il y a un nouvel outil, qui vient combler un petit peu ce besoin-là, c'est l'IA et donc l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse voir justement comment est-ce qu'on peut se servir de l'IA pour coder des lead magnets et pour parler de ce sujet-là, je suis avec Jonathan Salamon qui est Head of Marketing chez DSD Systems. Bonjour Jonathan. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que, bon, on a parlé un petit peu de tes sujets, de tes expérimentations en amont, donc moi je suis trop content de pouvoir en parler avec toi. Est-ce que tu peux en introduction, s'il te plaît, te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Du coup, effectivement, moi c'est Jonathan Salamon. Je suis dans le marketing depuis une dizaine d'années. J'ai commencé à l'époque comme blogueur voyage. C'est comme ça que j'ai appris à faire de la création de contenu. Ouais. J'ai eu une boîte de marketing digital à une époque. Aujourd'hui, je suis responsable marketing digital chez DSD Systems. C'est un éditeur de logiciels dans le monde industriel. Un éditeur de GMAO, c'est un type de logiciel très précis dans le monde industriel. Donc c'est vraiment c'est assez intéressant. Ça fait un an et demi que je fais ça chez eux. Et du coup, mon boulot, c'est de faire toute l'acquisition chez eux, de faire la création de contenu, de faire voilà, la génération de revenus de manière générale. Et en parallèle de ça, je suis aussi freelance, je fais des missions de youtubeur, des missions de scripteur sur YouTube. Voilà, c'est un peu tout ce que je fais aujourd'hui dans mon parcours. Trop cool, ouais, j'allais dire, on pourrait faire un épisode sur ton parcours parce qu'il y a mille trucs à raconter qui m'intéressaient, mais c'est pas c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais du coup, ouais, donc effectivement, le truc sur lequel je vais essayer de me concentrer, en tout cas, je le disais en introduction, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA en fait pour j'ai codé des petits outils interactifs justement qui vont venir enrichir les contenus marketing. Je pense, on pourrait parler de calculateur de ROI, mais il y a plein de petits autres types d'outils qu'on pourrait être capable de mettre en place. Et tu vas nous expliquer un petit peu justement ce que toi t'as fait, mais peut-être pour commencer ta première expérimentation autour de ça, c'était du coup de coder un lead magnet avec ChatGPT, Mhm. GPT-5. Avant de rentrer peut-être dans le côté pratico-pratique, juste, est-ce que tu peux nous représenter un petit peu le contexte dans lequel tu t'es lancé dans ce projet-là? À quels enjeux ça Ouais. répondait? Ok, donc en fait cette idée elle est venue dès mon arrivée chez DSD. Euh, En fait, le grand enjeu de ma mission c'est la création de leads. Donc comme tous les marketeurs, j'ai commencé à réfléchir à du livre blanc, j'ai commencé à réfléchir à des articles, j'ai fait du Google Ads, enfin j'ai fait tout ce que font les marketeurs en Le 2025, playbook, ouais, 2024 classique. à l'époque. Et en parallèle de ça, j'ai eu tout de suite des envies d'essayer de créer des choses intéressantes avec les devs parce qu'en fait, on est une boîte où il y a majoritairement des développeurs chez nous, forcément, création de logiciels. Et parmi tous ces petites idées que j'avais ce calculateur de KPI. C'était un de mes enjeux de SEO, de travailler sur le pilier des KPI de la maintenance industrielle. OK. Donc il y a pas mal de KPI très typiques chez nous et voilà, j'avais envie de créer ce calculateur. Je m'étais rapproché des devs qui étaient littéralement à 3 mètres de mon bureau et en fait les devs étaient pris. Je me suis pris un no-go très rapide parce que personne avait 2 jours à consacrer, 4 jours à consacrer, même plus en fait parce qu'il y a toute la phase de réflexion, il y a toute la phase voilà, il y a pas que le code, quoi. Il y a qu'est-ce qu'on a envie de créer, etc. Donc, en fait, personne n'avait la bande passante pour gérer ça. Et en fait, ce projet est un peu tombé dans les oubliettes pendant plusieurs mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me souviens plus exactement de la date, mais ChatGPT 5 est sorti. C'était peut-être il y a 6 8 mois. Et la pub que ChatGPT faisait à cette époque-là, ou dans les posts LinkedIn qu'on voyait, il y avait la révolution du code. Apparemment, on pouvait coder de plus en plus facilement grâce à ChatGPT. Et je me suis demandé si ça pouvait marcher. Et à l'époque, je devais justement travailler, envoyer une newsletter
sur ces fameux KPI, et je me suis demandé, voilà, est-ce que je peux relancer ce calculateur que j'avais eu comme idée à une époque? Et j'ai attaqué mes premiers prompts vraiment de manière complètement spontanée, et sans trop y réfléchir. Et c'est un peu de là que tout est parti, en fait. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Diffly. Tu les vois, ces raisons un petit peu pourries de perte d'un deal que tu as dans le CRM, concurrence, prix, fonctionnalité. On a tendance à vouloir faire simple pour que les commerciaux remplissent le champ. Mais la vérité, c'est que les raisons, elles sont tellement basiques qu'on n'apprend rien. Et c'est un problème. Parce que la mise en place d'un processus structuré de win-loss analysis, donc qui va te permettre de récolter du feedback auprès de tes clients et de tes prospects pour comprendre les vraies raisons derrière chaque prise de décision, ça peut te permettre d'augmenter jusqu'à 50% le taux de conversion des opportunités. Alors comment est-ce que tu fais ? Justement, c'est là qu'intervient Diffly. C'est une plateforme SaaS B2B française qui propose une méthode structurée de win-loss analysis dont l'objectif est de comprendre ce que tes clients et tes prospects disent de vous quand tu n'es pas dans la pièce et donc découvrir les vraies raisons pour lesquelles tu perds un deal. C'est des insights qui en plus derrière sont utilisés pour affiner ton positionnement, ton messaging, aligner tes campagnes marketing et les équipes marketing, product et sales autour d'une même réalité et d'une compréhension du besoin du marché. C'est un must-have pour les équipes marketing en quête d'efficacité et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site diffly.co. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Ouais, parce que j'allais dire, c'est le truc un peu classique. Enfin, du coup, tu avais des enjeux SEO et puis des enjeux lead gen. Donc, tu voulais créer un contenu un peu différent. Donc, c'était cette idée de calculateur de KPI. Au final, d'ailleurs, tiens, c'est vrai que j'ai dit ROI, mais non, c'est KPI. Donc, c'était de comment est-ce que tu mets en place tel type de KPI. C'était un de tes piliers SEO. Et puis, bah, évidemment, tu t'es heurté à ce côté-là. C'est ce que je disais un peu en intro, quoi. C'est la compétence technique dev qu'on n'a pas, quoi. Et effectivement, quand tu veux ça, enfin, le côté un peu frustrant, c'est quand tu bosses chez un éditeur de logiciel, en plus tu as les équipes, mais évidemment, dans les sprints, il n'y a pas la place, en plus il faut faire les specs, donc c'est ce que tu disais, ce double temps que ça prend, quoi. Et donc, GPT-5, et comment est-ce que tu t'y es pris, donc, concrètement, pour coder ce premier lead magnet? Parce qu'en fait, ce que tu disais, c'est que tu avais cette newsletter, donc tu avais ce contenu écrit, en fait, et tu as dit un peu naïvement, tu as prompté, mais en gros, comment tu t'y es pris rapidement, quoi? Et bah, je l'ai fait de manière assez spontanée au début. En fait, la méthode, elle est venue petit à petit avec l'expérimentation, mais vraiment mes tout premiers prompts, c'était je venais de terminer ma newsletter et j'ai demandé à ChatGPT comment je pourrais créer quelque chose d'intéressant avec ça, comment je pourrais créer un petit logiciel, un petit code avec tout ça. Et en fait, il y a eu beaucoup d'étapes. Je dirais qu'il y a eu entre 20 et 30 étapes à l'époque pour arriver à un résultat qui était montrable publiquement. Montrable publiquement, peut-être pas autant, mais peut-être 10-12 étapes pour montrer quelque chose. Et après, un calculateur qui soit vraiment intéressant, une vingtaine d'étapes. Mais première étape, je lui demande de me créer un calculateur. Il m'a sorti un fichier Excel. Donc, on n'y est pas tout de suite. Il y a eu d'autres étapes où, en fait, ce qui était le plus compliqué, c'était peut-être étape 5 ou 8, je me souviens plus exactement, mais en fait, ChatGPT a tendance en tout cas dans la version code de l'époque, il avait tendance à tout recréer à chaque fois. C'est-à-dire que j'avais bien avancé sur une étape 5-6, et en fait, en lui demandant une toute petite modif, en fait, toute la DA bougeait, toute l'UI bougeait, un bouton qui était super important disparaissait, et en fait, il y avait toujours ce problème du fait que Repartir à zéro, ouais. le code n'était pas permanent. Et ça, c'est un souci qui a duré longtemps. Mais en fait, du coup, petit à petit, j'ai commencé à comprendre un peu la méthode. En fait, je suis passé par quelque chose que je faisais beaucoup sur les scripts, qui était de lui demander lui-même, en fait, de me poser des questions pour définir les specs. Donc je lui ai demandé de me poser une dizaine de questions auxquelles je répondrais. Et donc il me demandait concrètement qu'est-ce que tu veux, quel KPI tu veux, quelle est la formule de ce KPI, est-ce qu'il y a des URL sur lesquels tu veux renvoyer, quelle est la DA que tu veux avoir, quelle UI tu veux avoir, quelle taille de logiciel, est-ce qu'il faut que ce soit responsive, etc. Donc il me posait des questions
auxquels j'aurais pas forcément pensé. Il y en avait auxquels j'avais pensé, d'autres auxquels j'aurais pas forcément pensé. Et finalement, à l'issue de cette dizaine de questions, la version qui est sortie était beaucoup plus précise, beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus contrôlée. Et en fait, en partant de là, petit à petit, je suis arrivé à un résultat qui devenait de plus en plus intéressant, quoi. OK. Ouais, donc en fait, c'est ça, enfin et pour revenir, là-dessus, donc toi, tu avais 0 compétence en code, au début, on est d'accord, hein? En fait, Ouais. et ce que tu as cherché à générer, avec, GPT, c'était du coup un bout de code que tu allais pouvoir insérer dans ton WordPress, dans le petit bloc code, de ton site, quoi. Exact. Enfin, tu pas créé un logiciel en entier, et le truc, c'est ça, enfin, sans compétences techniques au final, Ouais, sans, chercher à complètement. développer ton ouais. Complètement. En code pur, j'ai aucune compétence. J'avais des vagues notions lointaines de HTML, mais vraiment de base, hein. Mmh mh. Mais par contre, du web design, j'en faisais. Enfin, c'est moi qui gère le site de DSD, donc Ouais, je sais utiliser un WordPress, je sais créer un WordPress. ouais, Et effectivement, dans WordPress, il y a ce fameux module code ouais. dans lequel on peut insérer n'importe quelle ligne de code. Et, Ouais, mais c'est là qu'on va mettre souvent, souvent les formulaires. Tu vois, c'est bête, mais les formulaires HubSpot ou des trucs ou des outils de marketing automation, effectivement, c'est ce petit bloc code-là qu'on a l'habitude d'utiliser, en fait. C'est ça qui est vachement intéressant. Mhm, C'est que du mhm. coup, tu as réussi à coder un truc, qui s'insère simplement dans ton site, sans avoir besoin de compétences supplémentaires, quoi. Complètement. En fait, ce petit module code dans WordPress peut accepter du HTML, peut accepter du CSS. Donc le CSS, c'est toute la gestion des styles, des designs, et peut accepter du JavaScript, qui est toute la gestion de la mécanique, des formules. Par exemple, dans un calculateur de KPI, c'est toute la gestion des formules. Euh, moi, c'est des langages que je ne connais pas. Par contre, bah, WordPress est capable de les lire, de les comprendre. Et effectivement, c'est un petit module qu'on utilise quand on a des embeds, quand on veut Ouais, intégrer des c'est ça. formulaires, Mmh. quand on veut intégrer du YouTube, des choses comme Des ça. players, ouais, des trucs comme ça. Mmh. Donc je savais qu'il existait et j'ai fait mes premiers tests comme ça en fait. Enfin j'avais fait des mini tests auparavant de est-ce que je peux créer un bouton par exemple. J'ai vraiment commencé de là quoi. C'est est-ce que Ouais. tu peux me coder un bouton avec un effet de surbrillance quand on passe la souris dessus. Et donc ça c'était pour comprendre que oui c'était possible d'utiliser ce module code de cette manière-là. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais en fait vraiment mes tout premiers essais ils étaient sur ce genre de c'était même pas du logiciel, c'était vraiment des tout petits outils. Genre, je veux un double bouton dans cette colonne et c'était difficile sur le template Divi que j'avais à ce moment-là. Bah, j'ai demandé à ChatGPT de me coder un double bouton qui pouvait OK. fonctionner comme ça. Et donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que petit à petit, tu prends la confiance, tu commences à complexifier un peu le truc. Et, euh, et donc pour en revenir sur le calculateur, en fait, donc j'arrive à une version qui est très cool, peut-être au bout de la 10e, 12e version. Et en fait, le reste, c'est là où le truc, où ChatGPT devient vraiment impressionnant et où tu peux t'éclater, c'est que le reste, c'est que des petits bonus un peu sympas. Donc, c'est par exemple un mode nuit. Tu vois, genre Ouais. un petit bouton on-off qui t'active un mode nuit, qui change totalement l'UI du calculateur. Donc, ça, c'est super. C'est juste un petit effet wow, mais voilà, qui sert à rien dans l'absolu, mais qui est cool Ouais. à intégrer. Et après, la vraie mécanique du lead magnet, c'est aussi un peu plus tard que je l'ai faite. C'est-à-dire que, en gros, créer le calculateur avec une utilisation illimitée et gratuite, c'était relativement facile. Ensuite, il fallait un peu réfléchir à comment tu en faisais un vrai lead magnet. Donc l'enjeu, c'était de pouvoir intégrer un formulaire qui s'activait sous une condition en fait. Et quelle était cette Mmh. condition? Il fallait y réfléchir. Moi, je me suis, il y avait plusieurs options et l'option que j'ai choisie, c'était de donner un nombre d'utilisation de 10. Donc c'était en gros, il y avait un bouton calculé sur mon calculateur. Ouais. On remplissait des champs. Pour avoir la réponse, il fallait appuyer sur le bouton calculer. Et au bout de 10 utilisations de ce bouton, un pop-up apparaissait qui en renvoyait vers un formulaire beaucoup plus traditionnel Ouais. de notre CRM en fait, qui pouvait récupérer la data. Et donc ça, c'était un peu les options bonus et les options qui font que ça devenait un lead magnet au fur et à mesure, quoi. OK. Voilà, c'est vraiment trop intéressant parce que ça, du coup, en fait, tu décrit un peu ton projet de ce que tu voulais faire à ChatGPT, ce que tu imaginais comme type de truc, en lui disant: «Pose-moi les questions qui vont t'aider à le développer». Lui, il t'a posé les questions, toi, tu as donné Mmh. tes réponses et puis après, en itérant petit à petit, tu es arrivé à ce calculateur-là et donc après, c'est ça, tu as capé, en fait, l'utilisation à, 10 clics
Après, ça Yes. renvoie sur une landing page un peu traditionnelle. Tu remplis le formulaire et ça te renvoie vers une version illimitée où il y a plus cette limite de. Trop bien. Exactement. Trop Exactement. cool. Et Alors, donc, pardon. j'imagine que des devs auraient pu faire ça plus proprement que moi, c'est-à-dire qu'ils auraient sûrement pu créer un logiciel parce qu'en fait, finalement, j'ai créé deux logiciels. J'ai créé un logiciel Oui, illimité, un logiciel. Donc c'est limité, pas, ouais. Ouais. à mon avis, c'est pas optimal d'un point de vue gestion de temps, etc. Mais Mais encore on une fois, s'en je suis fiche. un Ça codeur, marche. ça Enfin, marche. Voilà. pour ton Le- utilisation, c'est que ça fonctionne, quoi. C'est ça qui est ouais, intéressant. C'est qu'en ouais, fait, ouais. oui, effectivement, c'est peut-être pas, c'est mieux que parfait. Si tu le montres dans les règles de l'art à un développeur, il va peut-être que trouver que dans ton code, il y a des trucs qui sont pas, ah ouais, mais c'est pas comme ça qu'on l'aurait fait ou machin. Mais à la fin, ça Sûrement. fonctionne. Et puis Sûrement. c'est pas un logiciel que tu vends. Voilà, c'est un jeu, un jouet, on va dire, sur ton site internet. Complètement. Pour générer des leads, quoi. Donc, ce qui est important, c'est que l'expérience elle soit quand même suffisamment cool pour les personnes qui utilisent, quoi. Et en Complètement. termes de diffusion, du coup, de résultats, est-ce que ça a donné ce que donc il était sur ton site dans une rubrique ressources, tu Mhm. l'avais hébergé peut-être tu me disais dans tes articles KPI, du coup, enfin, et qu'est-ce que ça a donné, du coup, en termes de résultats? Tout à fait. Bah, en fait, il y a eu plein d'effets collatéraux. Donc, bah, sur le pur lead magnet, il a été balancé sur LinkedIn, il a été balancé effectivement dans la section ressources du site. Il a accompli sa mission de manière correcte, sans être spectaculaire, parce que comme précisé, c'est un petit outil quasiment, voilà, c'est un petit outil fun, mais c'est pas non plus un game changer, quoi. Tu vois, c'est un outil intéressant. D'aide à la réflexion, d'aide à la pédagogie. Donc il a fait cet objectif-là, mais là où vraiment j'ai vu des effets un peu secondaires, un peu corollaires, hyper intéressants et auxquels je m'attendais pas du tout, c'est sur le boost du SEO. Donc en gros, je l'ai mis sur LinkedIn, je l'ai mis dans ma section ressources et en fait je l'ai mis sur chacun des articles sur mon pilier SEO des KPI maintenance. Donc je sais pas, j'avais une quinzaine, une vingtaine d'articles sur le sujet, un pour chaque KPI et un article un peu général qui regroupait tout. Et je l'ai mis sur chacun de ces articles-là. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est de la rétention en fait. C'est beaucoup beaucoup de rétention. Donc on a un petit logiciel sur notre site qui nous permet d'enregistrer des sessions d'utilisateurs et on voyait littéralement les utilisateurs scroller de manière assez standard sur les articles et puis littéralement s'arrêter et rester 30, 40, 50 secondes sur ce petit calculateur là et en fait il s'est avéré que ouais il y avait une vraie utilité bah, tout simplement d'intérêt utilisateur quoi. On est peut-être sur enfin sur le pilier numéro un du SEO, c'est l'intention utilisateur. Et il répondait vraiment à l'intention utilisateur qui était de c'est quoi prenons le MTBF, c'est le nom d'un des KPI, c'est quoi le MTBF, bah, il pouvait le voir directement en action et ça l'intéressait et il restait longtemps. Et en fait, je pense qu'indirectement, ça a boosté énormément le SEO. Et en fait, sur la plupart des articles que j'ai poussés, on est passé top page sur tous ces mots-clés en fait. Ah, c'est Et ouf. en fait, le pilier KPI SEO est devenu le pilier tracteur de notre site internet quoi. C'est aujourd'hui enfin, c'est la section qui génère le plus de trafic sur le site en naturel et on a eu des victoires vraiment très cool en fait sur des mots clés assez concurrentiels qui ne touchent pas que notre niche de la maintenance industrielle mais qui touchent l'industrie en général en fait et du coup ça c'était contre des acteurs qui sont beaucoup plus développés, beaucoup plus connus que nous et bah ça c'était un peu l'effet collatéral inattendu très 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 cool quoi, très agréable Ouais. à constater. Hack SEO, mais ça c'est vachement intéressant, tu vois, et ça m'étonne pas parce que j'avais reçu Thibault Louis Lucas, qui était un des cofondateurs de Taplio sur le podcast. C'était un outil, je crois que ça a été racheté par Lemlist depuis, et c'était un outil sur de gestion de LinkedIn, quoi, en gros. Et lui, c'est ce qu'il m'avait dit, donc lui c'était un tech pour le coup, mais quand il lançait un produit, c'était ce qu'il me disait, ce qui marche super bien en SEO, c'était ça, c'était en fait faire pas des dérivés de certaines fonctionnalités qu'il isolait en fait en mode un peu outil gratuit. Et du coup, il me disait qu'il rankait de ouf sur des mots clés, du coup très un peu longue traîne, enfin outil pour faire machin, tu vois, et que ça marchait vachement bien en termes de SEO, quoi. Donc toi, en fait, enfin c'est trop bien comme résultat. Du coup, ça t'a permis, comme tu le disais, sur des mots clés super compétitifs,
d'aller chercher des positions alors que entre guillemets t'étais pas du tout un des mastodontes du marché, quoi. Complètement. C'est pas comme si t'avais un site installé sur lequel tu faisais une page qui était un peu bien, puis ça allait ranker grâce à l'autorité globale, quoi. Donc Complètement. c'est super intéressant, quoi. Mm, Et mm, mm. finalement, tu me disais que ça c'était ton premier projet. Au Ouais. final, c'était il y a 6-8 mois, enfin c'était cet été ou un peu avant l'été, quoi. Dans l'été, je me rappelle. Mhm. Et donc, tu me disais que c'était déjà un petit peu daté. Aujourd'hui, vu la vitesse à laquelle évoluent les IA, euh, comment est-ce que ta pratique, elle a évolué par rapport à ça? Est-ce que tu utilises toujours les mêmes outils? Quel type de projet derrière ça t'a permis de développer? Comment t'as capitalisé sur ton expérience autour de ça au final pour aller chercher d'autres trucs, quoi? Bah, en fait, ouais, en fait, c'est devenu quasiment une obsession. C'est- je, C'est une j'avoue, addiction maintenant. on n'est pas loin de l'addiction. J'y passe mes week-ends en fait. En ce moment, je fais des side projects de code. En fait, je découvre une passion pour le code. Alors, les développeurs là encore vont rigoler parce que est-ce que je suis vraiment en train de coder quand je fais du vibe coding? Pas forcément. Mais en fait, il y a un côté vraiment addictif dans cette puissance nouvelle en fait qui se développe en Ouais, fait. le champ des possibles, quoi. Ouais. Un champ des possibles qui s'est ouvert. Je me suis rapproché de tous mes potes qui ont pris des carrières de dev, tous mes potes d'école que j'avais pas vus depuis longtemps, et donc voilà, je leur demande des choses et tout. Et en fait, bah, c'est devenu vraiment une passion pour le boulot, en dehors du boulot, de créer des petits outils. Et j'en fais tout le temps. Et là dernièrement, j'ai codé donc j'ai un long passé dans le poker avant d'être marketeur digital. Et en fait, il y a une formule dans le poker qui s'appelle la formule de levée, qui est la formule de l'espérance de gain. Et en fait, j'ai codé en fait un petit logiciel qui permet d'utiliser cette formule-là pour faire des choix de vie. C'est-à-dire qu'on utilise une formule de calcul d'espérance de gain pour, par exemple, décider si on devrait déménager ou pas. Donc j'ai créé une petite landing page grâce à ça. J'ai créé en Java avec, du coup, c'était Cloud Code. Donc ouais, tu me demandais est-ce que j'ai changé de logiciel. Ouais, Clairement, ouais. sur mes side projects, je suis passé sur Cloud Code parce que bah, je peux en parler. Je vais en parler juste après, mais il a plein d'avantages que je pourrais développer. Mais donc, j'ai codé ce petit logiciel de calcul de décision de vie. Pour le boulot, en fait, maintenant, à chaque fois que je fais de la création de contenu, je me pose la question de qu'est-ce que je pourrais ajouter comme petit outil sympathique qui pourrait soit améliorer la rétention, soit participer à la compréhension, soit participer à de l'acquisition, enfin faire du lead magnet sur LinkedIn. Là, par exemple, ce mois-ci, je sors une nouvelle newsletter donc c'est sur la maintenance préventive. C'est un des aspects qui est géré par notre logiciel. Et en fait, bah, dans ce pilier de contenu, là, euh, il y a un quiz. Donc, je commence par exemple typiquement mon petit dossier par un quiz. Quel est votre niveau de connaissance en maintenance préventive? Et alors des outils de quiz, évidemment que ça existe bien avant ChatGPT. Sauf que là, bah, j'ai une liberté totale de design, j'ai une liberté totale sur les mécanismes. Qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant, par exemple, sur ce quiz? Bah, déjà, j'ai complètement géré lui avec la direction artistique de notre société. Première chose. Deuxième chose, c'est par exemple, c'est des petites options en plus, mais qui n'existent pas dans des logiciels préexistants. Par exemple, ce serait au moment où tu as fini ton quiz et que tu attends les résultats, je fais une petite animation de 3 secondes avec notre logo, un petit truc animé d'attente en disant calcul des résultats, qui a un petit aspect cool. Et puis et enfin, en fait, le truc qui a été très facile à gérer et qui était très dur à gérer auparavant, je l'avais fait sur je crois que c'était Zo Survey à l'époque. C'était une mécanique en fonction des réponses que tu as, je te donne un texte différent. Avec des recommandations différentes, des URL différentes. Et ça, donc c'est un truc qui existait sur Zo Survey, ou c'est un truc qui existe sur des outils qui font ce genre de choses, mais c'est compliqué à paramétrer. Alors que là, donc là, je l'ai fait sur Codex en l'occurrence, c'était donc l'outil de code de ChatGPT. Euh,
La mécanique était beaucoup plus facile à gérer parce qu'elle était en langage naturel et je lui expliquais, bah, si, en fonction s'il a fait une erreur à telle ou telle question, tu l'orientes vers telle ressource. S'il a fait plus ou moins, enfin, s'il est plutôt fort sur les problématiques terrain et pas fort sur les problématiques théoriques, tu orientes sur tel article. Et donc, c'est beaucoup plus facile à gérer en langage naturel qu'à gérer avec les mécaniques des logiciels préexistants. Donc ça, c'était assez pratique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des outils, des formulaires tout bêtes, mais des formulaires personnalisés. Là, ce que je suis en train de découvrir et qui est hyper intéressant, il y a deux choses qui sont hyper intéressantes, qui sont mes nouveaux champs un peu d'exploration. C'est de faire une boucle avec de l'automatisation. Donc, c'est de commencer à intégrer Make dans mes process. Donc, c'est de faire en sorte que, typiquement, bah, on parlait de calculateur de ROI au tout début. J'ai créé aussi un nouveau calculateur de ROI. Ok. Donc là, typiquement, on parle de quel est votre budget, quel outil vous désirez avec toutes les fonctionnalités potentielles de l'outil, à combien estimez-vous que vous pourriez faire des économies dans tel ou tel secteur, scénario prudent, scénario intermédiaire, scénario Ouais. optimiste. Et en fonction de ça, il te calcule un ROI à 8 ans. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir créer un mail de récap euh, au client avec les champs qui ont été remplis dans le logiciel, dans le calculateur de ROI. Et ça, en fait, pour créer un truc pareil, c'est un tout petit peu compliqué parce que tu peux pas, en fait, le logiciel ne peut pas à lui seul envoyer un email. On a besoin de passer par un sender d'email ou même tout bêtement, ça peut passer par une boîte Gmail, ça peut passer par un truc tout bête. Mais on a besoin de connecter le petit logiciel à un Gmail, par exemple. Et donc, pour ça, il faut passer par un N8N ou par Make. Moi, je suis passé par Make. Et ça, pour moi, c'est pareil, on parle pas d'un truc révolutionnaire, mais on parle d'un truc qui est assez cool et assez nouveau pour un marketeur qui n'a pas de compétences en code. Donc, moi, j'avais déjà fait des petites automatisations, mais pas en intégrant ce genre de complexité et d'IA auparavant. Et du coup, bah là, j'ai un formulaire avec des champs qui se remplissent dans mon logiciel, qui sont automatiquement reconnus dans Make avec un webhook. Le webhook reconnaît chaque champ, donc ça, c'était un petit peu complexe, mais j'ai réussi à passer le cap. Il reconnaît chaque champ et il est capable de lui attribuer une variable. Chaque champ devient une variable. Et ensuite, bah, je crée un email HTML, pareil, qui a été codé sur ChatGPT, avec l'introduction des variables. Donc, par exemple, votre ROI est variable champ ROI. Bonjour, bon, ça, c'est des mécaniques qu'on connaît bien en emailing. Hein. Bonjour, variable. Mais voilà, donc on a une douzaine de variables et qui sont remplies et qui créent à la fin un très beau email de résultat à à la personne. Et Ouais. donc, Ouais, donc en fait, t'as créé plein de petits trucs. Ce que tu disais déjà sur tes articles, au final, ne serait-ce que ça, c'est en fait, tu lui balances l'article et puis tu fais un petit quiz en préparation sur c'est quoi vos connaissances par rapport à ce sujet-là. Et donc ça, enfin, ça mhm, rend ton article vachement interactif. Potentiellement, ça peut mhm, pousser d'autres sources plus avancées, plus pertinentes. Donc c'est trop bien. mhm. Et là, tu disais, oui, ça, au final, tu es rentré sur un calculateur de ROI, donc avec plusieurs champs où la personne va effectivement qualifier son besoin, ses attentes, comment elle l'utilise aujourd'hui, tout ça. Et donc, toi, tu arrives derrière à générer une réponse personnalisée avec, enfin, c'est ouais, trop bien, sa petite carte de l'état où elle en est, de ce qu'elle peut attendre, quoi, que tu, Complètement. derrière, en plus, tu lui pousses que tu peux afficher à l'écran, mais que tu peux lui pousser par email, quoi. Que tu peux lui pousser par email, qui peut télécharger en PDF. En fait, c'est là où les possibilités deviennent infinies et c'est là où c'est incroyable. Et tu peux même rajouter en fait des designs hyper cool. Par exemple, pareil dans ce genre enfin dans les logiciels préexistants, à ma connaissance, on pouvait pas intégrer un chart, enfin un Ouais, un graphique graphique, dynamique avec ouais. le ROI sur 8 ans. Bah ça, pareil, c'est possible. En fait, il y a une possibilité de personnalisation qui est juste limitée par ton imagination Ouais. et par ton apprentissage, par ta courbe d'apprentissage. Mais la courbe d'apprentissage, elle est plus facile qu'avant. Elle est beaucoup plus facile qu'avant. Donc, Ouais. Et si je aujourd'hui, devais mon m'y enjeu, mettre, pardon. pardon? Vas-y, excuse-moi, je t'ai Ouais. coupé. Non, en fait, aujourd'hui, mon enjeu, en fait, j'ai quasiment les mains libres. En fait, la seule question, c'est combien de temps je vais devoir prendre pour apprendre ce sujet-là. Mais c'est plus, est-ce que je peux le faire? Non, c'est combien de temps ça va me prendre de le faire. Donc, on est sur
on est sur une toute autre mécanique qui est hyper intéressante. Et en fait, j'avais dit qu'il y avait deux avantages à passer sur Claude Code ou Codex. En fait, le grand avantage que j'ai trouvé en faisant ça, et je savais pas que ça existait avant de le faire, c'est en fait, je te racontais tout à l'heure que pour mon calculateur de KPI, ce qui était vraiment pénible, c'est que tu pouvais lui demander une fonctionnalité en plus et ton code se détruisait. Il n'y avait pas de permanence du code. Et en fait, ce que permet Claude Code ou ce que permet Codex, c'est une connexion avec GitHub. Et en fait, GitHub va héberger ton code. Et en fait, Claude Code va appeler GitHub pour se Ok. renseigner sur le code tel qu'il est aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qui va te permettre de maintenir le code de maintenir le code tout en demandant des fonctionnalités supplémentaires. Et ça, en fait, ça m'a permis d'augmenter la difficulté de mes projets. Ok. Typiquement, le calculateur de théorie, j'aurais pas pu le faire sans ce genre de choses. Il était trop complexe, il se détruisait trop souvent. Donc ça m'a vraiment sauvé la vie. Pareil, le petit outil de calculateur de décision de vie, je ne pouvais pas le faire sans ça. Et donc, disons que ça crée un step supplémentaire et une ambition possible qui est beaucoup plus grande dans. En fait, je passe de petits logiciels un peu rigolos à potentiel logiciel Costaud, quoi. Ouais. intermédiaire, quoi, on va dire. Je suis toujours pas au niveau d'un codeur, mais le niveau augmente, on va dire. Trop cool. Et donc Ouais. aujourd'hui, tu es plutôt sur Claude Code alors. Aujourd'hui, en fait, au bureau, je suis sur Codex et en perso, je suis sur Cloud Code. Je suis juste pour des raisons de budget ou des choses comme ça, quoi. Mais en fait, je voulais aussi essayer les deux, tout simplement. J'avais essayé Codex au bureau et je voyais tout ce qui se passait sur LinkedIn. Je voyais que tout le monde parlait de Cloud Code, donc je me suis dit bon, j'ai envie d'essayer et j'avais pas envie d'attendre, donc je l'ai pris pour moi et euh, et je pense que Cloud Code est un peu plus performant de ce que des Dans ton essais, des utilisation, quoi. explorations que j'en fais, je trouve qu'il est un peu plus créatif, bêtement par exemple. Il est plus fort en UI, alors que Codex, il est plus bon élève quoi. Tu lui demandes de faire un truc, il va le faire de manière très simple et ça va marcher, mais voilà, il y aura pas, ça sera pas très visuellement intéressant quoi. Donc voilà, donc Cloud Ok. Code me permet d'être un peu plus libre quoi, un peu plus créatif. Trop cool. Bah écoute, on mettra quelques liens dans la description pour qu'on puisse aller voir tes expérimentations. S'il y avait un dernier conseil que tu voudrais, demain j'ai envie de m'y mettre, tu as un dernier conseil à retenir par rapport à ce qu'on s'est dit là, qu'est-ce que tu me dirais? Bah, je dirais que si on part de zéro comme là où j'étais il y a 8 mois, 10 mois, un an, essayer en fait, comme je l'ai fait, de commencer par des choses vraiment euh, simplissimes quoi. Créer un bouton, créer un titre, enfin vraiment pour comprendre un peu Ouais. la base de la base de ce que ça peut être un HTML par exemple, et petit à petit devenir de plus en plus ambitieux au fur et à mesure parce que bah, c'est dans la complexification des projets qu'on va aussi comprendre aussi comment parler à l'IA pour qu'elle fasse ce qu'on veut. Je pense sincèrement qu'on n'a pas besoin de Cloud Code à 90 € par mois pour commencer. Je pense qu'on peut s'en sortir avec n'importe quelle IA basique, j'allais dire même gratuite. Oui, pour coder un bouton en HTML, je pense qu'on peut même faire du chat GPT gratuit, quoi, ou du Mistral ou des choses comme ça, toutes simples. Et en fait, petit à petit, bah, on va s'orienter vers des solutions payantes et de plus en plus évoluer. Et, euh, et moi, bah, ce qui m'a guidé depuis un an, c'est l'exploration, quoi. Donc, faut avoir envie de mettre les mains dedans, faut avoir envie de mettre les mains dans le cambouis. Et franchement, au fur et à mesure, ça devient un vrai plaisir. Et donc voilà, donc si c'est quelque chose qui vous donne de l'appétit, lancez-vous en fait tout bêtement quoi. Allez-y, mettez les mains dedans et vous avez plus de possibilités que ce que vous croyez. Vous pouvez vraiment y aller et vous découvrir avec ça quoi. Une nouvelle carrière. Une nouvelle carrière. Ouais. Très cool. Bah écoute, merci beaucoup, Jonathan. C'était vraiment super intéressant. Puis moi, je trouve, enfin, en tout cas, le sujet, je le trouve tellement intéressant dans l'utilisation parce que c'est vraiment pour le coup une compétence qu'on n'avait pas et qui peut débloquer. Encore une fois, on n'a pas eu de champ des possibles, mais qui est infini, quoi. Ouais, Si jamais il y a des petites questions pour toi, du coup, on peut te trouver sur LinkedIn. tout à fait. LinkedIn, Jonathan Salamon, et puis je suis disponible. Carrément. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup, Jonathan. Et puis bah maintenant, je te souhaite une bonne journée. Merci Axel.
À Salut. bientôt.